Bonjour à tous et merci aux organisateurs de me convier à cette formidable journée. Ce matin, c'était vraiment extrêmement intéressant. J'espère que ça vous a plu et qu'on va garder le niveau élevé pendant toute l'après-midi. Donc, comme Christophe l'a dit, je suis professeur de finance. Donc là, vous allez avoir un exemple précis. Ce matin, c'était très intéressant. C'était une présentation extrêmement vaste au niveau des thématiques. Là, en tous les cas, avec notre présentation, on va zoomer sur une discipline particulière, à savoir les applications en finance. Et je vais faire un peu un survol des sujets que nous menons avec notre équipe, co-dirigée par Christophe Hurlin, et avec plusieurs collaborations entre Orléans et HEC Paris. Okay. Donc on va parler d'interprétabilité et d'équité algorithmique ou fairness dans le domaine du marché du crédit. Okay. Donc les sujets qui vont nous intéresser ici, ou les algorithmes qui vont nous intéresser, sont des algorithmes extrêmement importants. Alors quelle est la définition d'un algorithme important? C'est un algorithme qui a un impact sur la vie des gens. Un impact important parce qu'il conditionne l'accès d'un individu ou d'une entreprise à des ressources rares. La ressource là qui va nous intéresser, c'est des ressources financières qui vont permettre à un ménage ou à une entreprise de consommer, d'investir, de se développer. D'accord ? Donc concrètement, les institutions financières ou les fintechs qui vont utiliser ces algorithmes afin de décider d'accorder ou non un prêt à un individu ou à une entreprise ont utilisé, et ce depuis assez longtemps, des méthodes statistiques, des modèles, techniquement des modèles de scoring, qui vont leur permettre de prendre une décision. Donc c'est un outil d'aide à la décision. Techniquement, ce sont des algorithmes de classification. On va classer les gens entre des emprunteurs qui sont dits à risque modéré, à qui la banque aimerait prêter de l'argent, parce qu'il y a un espoir de récupérer l'argent à la fin du prêt. Et l'autre catégorie, ce sont les individus à haut risque, à forte probabilité de défaut, à qui, idéalement, la banque n'aimerait pas prêter de l'argent parce qu'il y a un risque de non-remboursement. L'institution financière va collecter un grand nombre d'informations sur ces individus, des variables, des features, va utiliser un algorithme pour prévoir ce qui va se passer au niveau de ce prêt. Donc, c'est prévoir la probabilité de défaut de cet emprunteur potentiel à ce stade, parce que la banque n'a pas encore décidé d'accorder le crédit. Donc c'est un exercice de prévision, on va calculer un score spécifique à un emprunteur potentiel, un applicant, et sur la base de ce score, on va décider d'accepter ou de rejeter le prêt. Alors c'est un domaine d'application de l'intelligence artificielle où ces modèles d'intelligence artificielle, de machine learning, j'utilise ici les termes de manière interchangeable, a connu un essor rapide, et ce pour plusieurs raisons. La première raison, ça a été déjà mentionné ce matin, c'est très intéressant, c'est cette capacité à gérer d'immenses quantités d'informations, non seulement quantité d'informations, nombre de variables qui vont être considérées. Donc typiquement dans les applications que nous on regarde, ce n'est pas des douzaines de variables, c'est des centaines, parfois des milliers de variables qui vont caractériser un emprunteur, ou vous, si vous demandez un prêt à la consommation, un prêt pour financer vos études. Mais aussi des nouveaux types de données. On parle de digital footprint. Digital footprint, c'est quel ordinateur vous utilisez, quel système d'information, quelle est la date de votre dernier update, quelle est votre propension à utiliser certaines polices ou certaines écrire en majuscules, ou est-ce que vous avez un email un peu pas très sérieux, etc. Donc ça, c'est des informations. À quelle heure vous vous connectez à certains sites, etc. Donc ça, c'est la digital footprint. C'est un nouveau type de données qui peut être analysé pour décider ou non d'accorder un prêt. On a parlé ce matin aussi d'open banking, la directive européenne de 2018, qui permet maintenant à une fintech d'accéder à des données bancaires et donc des données de paiement. Donc là, il y a la possibilité, c'est hypothétique ce que je raconte, mais pour une fintech de regarder l'utilisation que vous avez faite de votre carte bleue. Est-ce qu'un emprunteur potentiel a consulté récemment un médecin spécialisé dans une spécialité où effectivement ça pourrait laisser entendre que vous souffrez d'une certaine pathologie potentiellement létale? Est-ce que vous avez consulté un conseiller matrimonial? Est-ce que vous avez consulté un avocat spécialisé dans le divorce?
qui sont des situations associées bien souvent avec le non-remboursement d'un prêt, parce que ce sont des accidents de la vie qui sont extrêmement graves. Donc là, vous voyez le nouveau type de données que ce type de méthodologie permettent d'utiliser. Et les réseaux sociaux, comme vous le savez, quels sont les likes que vous avez laissés sur les réseaux sociaux, etc., etc. Deuxième raison d'utiliser ces algorithmes, c'est qu'ils sont très bons. Ils ont une performance, une surperformance. Henri était moins enthousiaste que moi dans sa présentation, mais bien souvent, ces algorithmes ont une surperformance par rapport aux algorithmes plus simples. Okay. Et donc, du point de vue de la banque, il va y avoir une meilleure classification. Pour les spécialistes, on pourra dire qu'il y aura moins d'erreurs de type 1 ou de type 2. Erreur de type 1, c'est ne pas prêter de l'argent à quelqu'un qui vous aurait remboursé. Erreur de type 2, c'est prêter de l'argent à quelqu'un qui, finalement, ne vous rembourse pas. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que ça permet de gérer à grande échelle. On peut gérer des milliers d'applications en quelques secondes. Et donc, il y a une réduction des coûts. Donc ça, c'est la troisième raison qui explique pourquoi on a une telle euphorie du machine learning sur cette thématique. Alors, on a effectivement des emprunteurs qui sont à haut risque, mais on a aussi des algos, comme on l'a vu ce matin, qui sont à haut risque eux aussi, ou classifiés comme tels dans le cas du règlement dont on a bien parlé ce matin. Donc les algos dont je vous parle, eux, ils ne sont pas dans la catégorie catastrophique, là, ce n'est pas dans le risque inacceptable, c'est juste un notch en dessous, c'est haut risque. À savoir, c'est potentiellement une intervention humaine ou une supervision humaine, comme on le disait en fin de matinée. Okay. Donc une pression forte sur les institutions financières qui utilisent ce type d'algorithme. Alors, ces algorithmes, je le disais à l'instant, sont extrêmement efficaces. Concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont partir d'une base de données. Ils vont partir d'un historique existant. On va avoir N individus qui ont emprunté de l'argent à une banque il y a 5 années et ce sont des prêts à 5 ans. Donc, on a pu voir qui a remboursé, qui n'a pas remboursé. Et donc, pour chacun de ces individus, on va avoir un grand nombre de variables. Ce sont ces features. On va avoir des douzaines, des centaines, parfois des milliers de variables qui caractérisent un individu. Et puis, on va avoir la variable cible, qui est ici, rembourse son prêt ou ne rembourse pas son prêt. Et puis après, on va prendre un algorithme, souvent on en prend une série, et on va faire une course de chevaux, comme on dit en statistique, on va essayer de comparer leurs performances, et à la fin, on va prendre le meilleur. Alors le meilleur, oui, mais aussi le plus robuste. On ne va pas regarder simplement la performance, comme on dit, in sample, mais on va regarder s'il maintient un haut niveau de performance, si on lui présente de nouveaux emprunteurs. Donc il y a toute cette phase d'apprentissage. Une fois que le modèle est prêt, on a choisi le meilleur, on va le mettre en production. Et là, on lui présente des nouvelles personnes. Et on lui dit, alors comment tu les classes entre les hauts risques et les bas risques ? Et c'est cette prévision, ce Y chapeau, ça va être la prévision qui va être proposée. Okay. Alors, bien souvent, l'algorithme, en tout cas celui qui a gagné la course de chevaux, bien souvent, on a du mal à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc, pour reprendre un terme qui a été utilisé ce matin déjà, c'est une boîte noire. Donc super, il marche bien, mais on ne comprend pas pourquoi il marche bien. Alors tout ce courant de la littérature en machine learning à laquelle nous contribuons avec Christophe, par son courant interprétable, c'est essayer d'expliciter, alors on dit interprétabilité ou explicabilité, pour nous, encore une fois, ce sont deux termes qu'on utilise de manière interchangeable. Il peut y avoir des subtilités, mais qui ne sont pas très intéressantes pour la discussion d'aujourd'hui. Donc ça va être toutes ces méthodes qui vont permettre à un être humain de comprendre un petit peu ce qui s'est passé à l'intérieur de la boîte noire. Donc concrètement, on va essayer de rajouter une étape supplémentaire où, dans ce processus d'analyse, où on parle d'un phénomène dans la vraie vie, c'est the world, dans la partie basse, qu'on va modéliser avec des statistiques, des variables qui vont capturer différentes facettes de cette réalité. On va modéliser ceci avec un algorithme, donc un modèle statistique. Et puis l'humain, il a besoin d'aide parce que simplement, s'il voit la boîte noire, il ne pourra rien faire. Donc toutes ces méthodes d'interprétabilité sur lesquelles nous travaillons et dont je vais parler ici, ça va être cette couche intermédiaire qui permet un peu de comprendre ce qui s'est passé. Dans certains cas, on n'a pas besoin d'interprétabilité. Dans certains cas, je crois que ce matin on parlait de... Je suis un peu redondant, je suis désolé, mais au moins ça montre qu'on est tous sur le même sujet. Quand Spotify vous présente une chanson supplémentaire, sur la base de ce que vous avez écouté depuis 6 mois, déjà, bien souvent, il ne se trompe pas, et c'est souvent une bonne chanson, mais s'il se trompe, ce n'est pas grave.
Là, on n'a pas forcément besoin en tant qu'utilisateur de Spotify de vraiment comprendre pourquoi. Donc là, c'est le problème de la gravité de l'erreur, si erreur il y a. Mais par contre, dans plein de situations, eh bien, s'il y a une erreur, c'est extrêmement grave. Donc des applications dans le domaine de la finance, on l'a compris, là, on va empêcher une personne d'accéder à une ressource financière qui va lui permettre d'avancer dans la vie, etc. Mais on peut aussi utiliser des algorithmes de matching, de type machine learning dans le domaine de la transplantation d'organes. Donc là, on voit bien qu'effectivement, si on nous limite l'accès à cette ressource, on voit bien le côté potentiellement vital de la chose, mais également dans le domaine de la recherche d'emploi ou dans l'accès à l'enseignement supérieur, lorsqu'on utilise un algorithme pour faciliter le choix des étudiants. Donc là, on voit le besoin très important d'explicabilité ou d'interprétabilité. Et dans certains cas, il y a une obligation légale. Alors là, je parle sous le contrôle de tous mes collègues juristes, mais au sein du RGPD, chapitre 11, qui dans bien des cas exige, donne un droit à l'explication. On doit nous expliquer pourquoi notre dossier n'a pas été retenu, etc. Donc voilà, plein de raisons de s'intéresser à l'interprétabilité. Donc il existe deux grandes familles de méthodes d'interprétabilité. Il y a l'interprétabilité globale. L'interprétabilité globale, c'est qu'on prend un modèle et puis à l'intérieur de ce modèle, on va dire quelles sont les variables qui ont le plus d'impact sur le choix qui va être fait par ce modèle. Donc là, dans un modèle de scoring bancaire, on pourrait dire voilà, c'est le revenu de la personne qui dépose le dossier et puis la longévité son expérience dans son poste actuel. C'est les deux parmi les 800 variables qui ont été utilisées. Voilà les deux qui ont le plus de poids. Et versus l'interprétabilité plus locale. Donc là, on va faire un zoom sur un individu qui a été analysé par cet algorithme. Donc là, on prend Lisa Smith et puis on se pose la question de pourquoi le dossier précisément de Lisa Smith, compte tenu de son vecteur de caractéristiques au tenté, n'a pas été retenu. Donc là aussi, on est plus dans l'esprit de ce que je disais du chapitre 11 du RGPD, c'est expliquer à cette personne pourquoi elle n'a pas été retenue. Okay. Donc, dans le domaine de l'interprétabilité globale, donc, concrètement, la black box, on a du mal par définition à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un autre modèle, un modèle plus simple, on va prendre un modèle supplémentaire et on va l'estimer en partant des mêmes variables, les mêmes x, et on va utiliser les y qui sortent du modèle boîte noire. Et puis, ce modèle qu'on appelle surrogate, ce modèle en rouge dans ce slide, il a la caractéristique d'être tout à fait transparent. On voit quel est l'impact de chaque variable, etc. Donc ça, c'est une méthode utilisée au niveau de l'interprétabilité globale. Au niveau de l'interprétabilité locale, on va avoir plusieurs méthodes que Christophe et moi présentons en long, en large dans nos cours respectifs. Une méthode standard, par exemple, c'est la méthode des Chappes, qui est basée sur la méthode de Lord Shapley, prix Nobel d'économie, où là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder encore une fois une personne. Cette personne n'a pas été très bien traitée par ce modèle, parce que le modèle, dans le cas précis de Lisa Smith, lui a accordé ou attribué une probabilité de 0,06. Donc la probabilité que cette personne soit de type bon risque est extrêmement faible. Bon risque, tu reçois le prêt, mauvais risque, tu ne reçois pas le prêt. Et là, grâce à ces méthodes d'interprétabilité locale, on va comprendre pourquoi. On va voir qu'il y a eu 3 variables qui ont poussé dans le bon sens. Le fait que Lisa Smith pour l'instant, avait systématiquement remboursé les prêts qu'elle avait souscrits dans le passé. Credit History A31, c'était un code qui disait qu'elle avait systématiquement remboursé ses prêts. Et ça poussait dans le bon sens. C'était la variable qui avait le plus de poids. Le fait qu'elle n'emprunte que 5 000 euros l'aidait. Si elle avait emprunté 35 000 euros, le modèle n'aurait pas vraiment aimé. Le fait qu'elle soit jeune, 45 ans, oui, 45 ans c'est encore jeune, ça l'aidait. Par contre, il y avait des variables qui étaient dans l'autre sens. Alors, les variables qui n'étaient pas sympas, c'était le fait qu'elle n'avait eu son job que depuis 6 mois. Employment duration, 0.5, ça l'handicapait. Le fait que son statut matrimonial n'était pas associé statistiquement à un remboursement, là aussi, il est handicapé. Voilà le genre d'exercice que nous faisons quand on fait de l'interprétabilité locale. Alors, une autre dimension, c'est l'équité algorithmique. Quand on pense aux algorithmes, on pense à des règles de décision, on pense à une certaine neutralité, on pense à un effet mécanique. Et c'est pour ça que les algorithmes sont puissants et sont efficaces. Mais cette neutralité,
est remise en cause régulièrement. Il y avait cette affaire il y a quelques années qui avait affecté négativement Apple. Apple avec son système de paiement en ligne Apple Pay, qui avait fait la première page du New York Times et puis s'était fait un peu matraquer sur les réseaux sociaux lorsque certains utilisateurs avaient remarqué que l'algorithme était particulièrement généreux pour les hommes et traitait beaucoup moins bien les femmes. Et ce, même lorsque l'homme et la femme vivaient mariés, partageaient leurs revenus, leurs richesses. Donc ça, et surtout que l'ordre de grandeur, c'était x20, donc ce n'était pas marginal comme différence. Donc ça s'est très très mal passé au niveau réputationnel pour cet utilisateur d'algorithme. Alors qu'est-ce que c'est qu'un algorithme qui est dit unfair en anglais ou non équitable? C'est un algorithme qui va donc traiter de manière systématiquement différente des groupes d'individus qui partagent un attribut commun, et un attribut bien souvent protégé par la loi. Donc les variables protégées qu'on utilise dans nos analyses, typiquement c'est le genre, hein, l'âge, le lieu de résidence. Donc ça, c'est les 3 premières variables que nous, on utilise dans nos applications en utilisant des données d'entreprises françaises ou européennes. Alors nos collègues aux États-Unis, comme vous le savez, ils ont des variables beaucoup plus de variables qui caractérisent les gens. Ils ont carrément la couleur de peau, ils ont l'orientation sexuelle parfois, la religion, etc. Donc là, l'origine ethnique, des variables qui permettent de vérifier que le modèle va traiter de manière identique des individus de différents groupes. Alors, la différence de traitement entre ces groupes peut être de différents ordres. Ça peut être en termes d'accès à un service, donc là c'est l'accès au prêt, ou ça peut être aussi en termes de prix, le prix auquel vous allez accéder à ce service. Donc on a ces différences systématiques, ça arrive plus souvent lors d'utilisation de modèles particulièrement flexibles, opaques ou de boîtes noires. Ça peut être complètement non intentionnel, c'est pas du tout l'utilisateur ou la banque qui développe ça, qui volontairement va introduire, c'est complètement non intentionnel. Ça peut même arriver si la variable protégée, le genre par exemple, n'a pas été utilisée. Mais par triangulation statistique, même si tu ne donnes pas le genre à l'algo, il peut le deviner, s'il veut le deviner, en combinant l'expérience professionnelle, le secteur d'activité, le type de contrat de travail, etc. On peut deviner si un individu est un homme ou une femme, etc. Et le fait que l'algorithme soit interprétable ne protège pas contre le manque d'équité. Donc on voit que c'est... Tu peux être boîte noire et équitable, ou tu peux être transparent et non équitable. Donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que c'est 2 caractéristiques importantes d'un algo en finance, mais c'est des dimensions qui sont à considérer de manière indépendante. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir un algorithme fair? Pourquoi on s'intéresse à ces sujets? C'est une idée de protection des minorités. On doit vérifier que les algorithmes ne sont pas en train de maltraiter certains groupes de population qui partagent une certaine caractéristique. C'est aussi important du point de vue de l'entreprise. On en parlait ce matin avec nos collègues de chez Deloitte. L'IA responsable, c'est un des 4 piliers de l'IA responsable. L'algo est dit responsable si ses résultats sont robustes. Tu n'es pas simplement bon ou tenté, mais tu restes bon dans le temps. L'algo est transparent, tu comprends ce qui se passe. Et au minimum, si tu n'es pas transparente, au moins tu es interprétable. Il y a des méthodes à la Lisa Smith qui permettent de comprendre un peu ce qui se passe. Tu respectes la confidentialité des données et donc le RGPD. Et la 4e, ce n'est pas des jambes, c'est des piliers, c'est tu dois être équitable. Okay, donc c'est vraiment une dimension à vérifier. Et encore une fois, du point de vue de l'entreprise, le risque réputationnel est gigantesque, surtout dans des métiers comme les nôtres, dans la finance, où l'actif le plus important, c'est la confiance. Apple, ils étaient au-dessus de ça, mais vu la réputation et la clientèle captive dont ils bénéficient, mais c'est très important pour une fintech ou pour une institution financière. Donc l'effet est réputationnel et potentiellement l'effet légal. On a les premiers, encore une fois, je ne suis pas le mieux placé dans la salle pour en parler, mais des premières décisions de justice qui condamnent des utilisateurs d'algorithmes qui ont été, où on a prouvé que le recours à l'algorithme a entraîné une discrimination. Alors, nous, on a toujours un problème. Nous, on vient des stats.
Pour nous, discrimination, il n'y a pas de problème. Un modèle de stat, il est fait pour ça. Il est fait pour discriminer les gens, mettre dans un groupe A, un groupe B. Après, on parle avec nos collègues juristes, évidemment, et le reste de la population. Discrimination, ça veut dire autre chose. Discrimination, c'est non-respect de la loi, et il y a une dizaine ou une douzaine de sources de discrimination qui doivent être vérifiées. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours aussi un peu de mal à se comprendre au niveau des terminologies utilisées. Donc concrètement, au niveau du temps, vu qu'il y a eu 2 annulations, je pense que j'ai 1 heure maintenant, Christophe. Parce que, bon, tu t'occupes de l'horloge, tu me feras signe. Donc concrètement, comment on vérifie l'équité d'un modèle? Alors, donc, c'est très simple, ce que vont faire les gens, ils vont regarder, ils vont prendre les décisions d'un algorithme, je ne sais pas, sur une année, et puis ils vont regarder le pourcentage d'acceptation des dossiers portés par des hommes qui ont été financés, et ils vont le comparer au pourcentage d'acceptation des dossiers portés par une femme qui ont été acceptés. Alors, dans cet exemple numérique, on a 40% pour les hommes, 40% pour les femmes. Donc, on voit bien que s'il y a égalité, il n'y a pas de problème. Mais dans la vraie vie, il y a rarement égalité. Dans la vraie vie, souvent, le pourcentage d'acceptation pour les femmes est inférieur. Alors, si on a 15 points de pourcentage, comme dans cet exemple numérique, là, ça commence à être un peu caricatural. On voit qu'il y a une véritable différence. Alors, mais si on n'est pas dans une situation où on a une différence gigantesque, c'est un peu plus compliqué. Alors, ce que font les gens, c'est qu'ils se disent, oui, mais là, peut-être que les dossiers n'étaient pas comparables. Peut-être que les dossiers portés par les femmes étaient plus fragiles au point de vue solidité financière que ceux des hommes. Donc, ce que font les analystes dans ce domaine-là, c'est qu'ils vont faire des groupes d'individus plus comparables. On va regarder les gens qui gagnent à peu près le même revenu. Donc, là, dans cet exemple, on va prendre que les gens qui gagnent plus de 100 KE par année, que ceux qui ont exercé leur activité professionnelle dans cette entreprise depuis au moins 5 ans et qui sont, par exemple, propriétaires de leur logement. C'est un exemple. Et là, on va regarder le pourcentage d'acceptation des hommes et le pourcentage d'acceptation des femmes, conditionnellement à être dans ce groupe clairement identifié. Et on en fait plein de groupes, vous l'aurez compris. Et là, on s'est concentré sur des bons risques a priori, donc on jump de 40 à 70%, vous l'aurez noté, c'est pas complètement surprenant. Et là, on voit dans mon exemple numérique, on a 70-68. Donc là, on voit que le 40-25, c'était surtout un effet composition, parce qu'on ne comparait pas des pommes et des pommes. Et lorsqu'on a fait un zoom et qu'on a augmenté l'homogénéité de notre groupe, on a eu des résultats beaucoup plus proches. Mais parfois, même quand on fait ça, on a des différences. Donc là, on a par exemple 70-62. Il y a 8 points de pourcentage. Est-ce que c'est grave, docteur? Si on continue à filer la métaphore médicale, on pourrait dire que toutes ces méthodes qui sont utilisées là, ce sont des thermomètres qui vont comparer des températures, mais on ne sait pas à partir de quand on est malade, en fait. Okay. Donc c'est fort de ce constat qu'avec Christophe et nos équipes, on a essayé de développer des méthodes qui permettent de dire à partir de quand on est malade, et dans nos rêves les plus fous, même trouver des vaccins, des médicaments permettant de guérir la maladie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que les méthodes qui sont utilisées, ça s'appelle statistical parity, où là, on va comparer des probabilités d'être financé. Donc, probabilité Y chapeau égale à 1, ça veut dire, d'après le modèle, on est bon risque, on va recevoir le prêt, conditionnellement à être un homme. Et ça, ce que dit la statistical parity, c'est censé être égal si on est un homme ou si on est une femme. C'est ce qu'on voit ici. Mais du point de vue statistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la décision qui sort du modèle, elle doit être indépendante du genre. Donc, lorsqu'on réécrit ces propriétés de statistical parity de manière sous la forme d'une indépendance, on va pouvoir utiliser des tests statistiques qui vont nous dire à partir de quand la situation est problématique. Donc ça, c'était la situation où on ne fait pas de groupe. Quand on fait des groupes, on rajoute dans le conditionnement, non seulement on est un homme, probabilité d'être classé mon risque, conditionnellement à être un homme, mais en plus faire partie de cette catégorie de haut revenu, bon job, bonne maison, etc. Est-ce que ça, c'est égal? D'après la conditional statistical parity, ça doit être égal si on est un homme ou si on est une femme. Ou, du point de vue statistique, ça veut dire qu'on doit avoir une indépendance entre ce qui sort du modèle de Y chapeau et votre genre, conditionnellement à faire partie de ce groupe. D'accord? Et on peut en fait réécrire toutes les méthodes qui sont dans la littérature. Il en existe littéralement des douzaines, de manière statistique, sous la forme d'un test d'indépendance. Et l'avantage, c'est que si on réécrit ces définitions d'équité algorithmique sous la forme
de propriété d'indépendance, on peut tester pour cette hypothèse d'indépendance, et il existe une multitude de façons. Il y a des dizaines d'années qu'en statistique, les gens savent faire ça. Il y a le test, par exemple, du qui 2 qu'on utilise dans nos recherches, qui permet formellement de vérifier si on peut rejeter ou non cette hypothèse nulle d'égalité de probabilité d'acceptation conditionnellement à être un homme ou à être une femme. D'accord ? Donc on reprend. Donc concrètement, pour un algorithme, on va calculer une statistique de qui 2 qu'on va pouvoir comparer à une valeur qui va nous dire si, oui ou non, on peut rejeter l'hypothèse d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc si on arrive à rejeter l'hypothèse d'égalité, c'est-à-dire qu'il y a un problème, et donc ça veut dire que le modèle est rouge. On utilise ce système de traffic light pour simplifier la présentation, c'est-à-dire que c'est un feu de circulation qui dit, là, il y a un problème, on va arrêter le modèle, on va le regarder. Par contre, si on n'arrive pas à rejeter l'hypothèse nulle, ça veut dire que on ne peut pas prouver que les hommes et les femmes sont traités de la même façon. Donc le modèle est vert, et là on s'arrête. En termes d'audit, nous, le modèle il est vert, impeccable, pas de souci. Si le modèle est rouge, on ne s'arrête pas. On va essayer de comprendre pourquoi il est rouge. D'accord ? Et c'est exactement ce qu'on fait dans une application empirique où on se base sur des prêts accordés à des emprunteurs allemands. On a quelques milliers d'emprunteurs ici, et on a tout l'historique de ces emprunteurs. On connaît leurs caractéristiques, et puis après, on sait si à la fin, ils ont remboursé ou pas leurs prêts. Donc là, on va faire une course de chevaux, comme je disais tout à l'heure. On va avoir 7 modèles de machine learning. Donc on peut avoir un modèle simple une régression logistique, et puis des méthodes un peu plus évoluées, puis vous allez vers la droite, des méthodes de pénalisation, des arbres de décision, des random forest, les XGBoost, le SVM, et puis les réseaux de neurones, deep learning, artificial neural network à la fin. Donc là, c'est des méthodes que les data scientists utilisent. Et pour chacun de ces modèles, on va les faire passer les tests médicaux que je vous ai présentés là, de statistical parity, conditionnel ou pas, etc. Et il y en a d'autres. Et dans la première configuration, on va dire au modèle qui est un homme et qui est une femme. Donc ça, c'est complètement illégal. Je vois Henri qui fronce le regard parce que c'est complètement illégal ce qu'on est en train de faire. À la CPR, le superviseur bancaire interdit les banques françaises d'utiliser le genre. Et on voit qu'ils ont raison, parce que si on donne l'information au modèle, tous les modèles vont traiter différemment les hommes et les femmes. C'est pour ça que tous les modèles sont bloqués ici, ils apparaissent en rouge. Deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on va enlever l'information sur le genre de l'emprunteur, et c'est ce qu'on fait ici. Alors, le problème est presque systématiquement résolu, donc la méthode de la CPR fonctionne, mais ne fonctionne pas toujours. Pour les modèles les plus flexibles, les modèles les plus performants, comme le réseau de neurones qu'on voit sur la droite, eh bien, le modèle, il va encore systématiquement traiter différemment les hommes et les femmes. On va pouvoir rejeter à des seuils de confiance élevés cette hypothèse nulle d'égalité de traitement des hommes et des femmes. Alors, là, on a un modèle intéressant, c'est qu'il y a un problème de fairness, alors qu'on ne lui a pas donné le genre. Donc là, il faut qu'on continue notre investigation, et on va essayer de comprendre. Là, c'est l'interprétabilité ou l'explicabilité d'un modèle. Ça, c'est un modèle boîte noire. Vraiment, là, c'est dur de faire plus compliqué que le modèle à 2 couches de réseau de neurones. Mais par rapport à la définition que je vous ai donnée tout à l'heure de l'interprétabilité, donc tu as des X qui rentrent dans un algo, il y a des Y qui sortent, l'algo il est opaque, tu vas essayer de trouver une façon de relier certains X au Y. Là, ce n'est pas exactement ça qui nous intéresse, parce que nous, on prend ce qui sort du modèle, on va l'enrichir avec des variables supplémentaires sur le genre des gens. Le genre, il n'était pas dans le modèle, ce n'est pas parmi les X, c'est interdit. D'accord ? Donc là, on rajoute le G, on va regarder si le modèle il fait des erreurs. Et donc, on fait cette analyse d'équité ou de fairness, et à la fin, on sort avec un F. C'est notre mesure de fairness. D'accord ? Et donc, l'interprétabilité qui nous intéresse, ce n'est pas entre les X et les Y, c'est entre les X et le F. J'aimerais savoir, parmi les centaines de X que j'ai utilisés, lequel ou lesquels ont eu un impact de premier ordre sur ma fairness. C'est ça notre exercice. Et donc, les méthodes disponibles dans la littérature ne permettent pas de faire ça. C'est pour ça que ça fait partie de nos travaux. On essaye de trouver une façon de relier les X et le F. Et donc, voilà, on ne va pas rentrer dans la technique, mais l'intuition est la suivante, c'est qu'on va pouvoir
en bloquant. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer l'effet d'une variable. Pensez à l'âge, par exemple. Dans notre base de données d'emprunteurs allemands, on a des gens entre 23 ans et 70 ans. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toute la base et on va mettre tous les individus à 23 ans. Et on refait notre analyse, on recalcule notre statistique de fairness, et puis on regarde si on peut rejeter ou non l'hypothèse nulle d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Puis après, on met tout le monde à 24 ans, tout le monde à 25 ans, tout le monde à 26 ans. Et ce faisant, on est en train de bloquer, on laisse toutes les autres variables, mais on bloque l'effet âge. Et si on voit qu'en bloquant l'effet âge, on ne peut plus rejeter l'hypothèse nulle, c'est-à-dire qu'on n'a plus de problème. Le modèle, il est vert, si tu veux, quand je bloque l'âge. Donc ça veut dire que l'âge faisait partie de ces variables potentiellement en cause et qui créent en fait ce problème de fairness. Et là, dans notre étude avec ces braves Allemands, on a 5 variables qui sont red flaguées, ou alors ici elles sont yellow flaguées, et qui sont, lorsqu'on bloque leurs effets, il n'y a plus de problème de fairness. Et là, c'est intéressant parce que là, on peut travailler sur la mitigation ou la réduction de ce problème de fairness en se disant, écoute, maintenant qu'on a compris d'où vient le problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut retirer, ça c'est peut-être la chose la plus naturelle, est-ce qu'on peut retirer certaines variables? Et on refait tourner le modèle. Donc là, on va sans doute résoudre le problème de fairness. Maintenant, l'autre question, c'est quid de la performance? Parce que si tu as le patient est guéri, mais il est mort, c'est embêtant. Donc on vérifie toujours les deux dimensions, ce côté de trade-off entre la performance, un peu la raison d'être du modèle, et puis cette dimension fairness dont je parle. Ou bien on peut essayer de pré-traiter les variables avant de les inclure dans le modèle, on peut les orthogonaliser, etc. On peut se poser des questions assez fondamentales sur l'intérêt de cette variable d'un point de vue théorique. Si on a une variable qui est ni corrélée beaucoup avec une variable qui est là, qui sème un peu la zizanie, qui est à l'origine du problème de fairness, mais qui n'est pas du tout corrélée avec la target, avec le défaut, on peut se poser la question peut-être déjà de la présence de cette variable dans l'analyse. Voilà le type de discussion qu'on a, et je m'arrête ici, et je vous remercie.